s'est tous imaginé à la place de ces jeunes et moins jeunes enfermés dans une cave en train de brûler avec cette fumée toxique. Enfin, je défie quiconque de ne pas se mettre à la place de ces gens-là et de ne pas être terrorisé à l'idée d'être enfermé dans le piège dans lequel ils étaient, quoi. Dix ans avant Crans-Montana, l'incendie du Cuba Libre bouleversait le monde de la nuit en France. Le 5 août 2016, Ophélie fêtait ses 20 ans dans le sous-sol de ce bar de quartier, à Rouen. Peu après minuit, tout bascule quand les bougies du gâteau d'anniversaire embrasent le plafond du bar. En quelques minutes, 13 personnes perdent la vie. Une 14e décédera à l'hôpital quelques semaines plus tard. Très rapidement, les gérants avouent leurs nombreuses fautes et des questions se posent alors. Comment cet établissement a-t-il pu échapper à tout contrôle ? Comment un tel incendie a-t-il pu se produire ? Julien Bouteiller est journaliste pour 76 Actu à Rouen. Pour cet épisode du podcast En Première Ligne, il revient sur l'incendie le plus meurtrier dans un bar en France depuis plus de 50 ans. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. On est là aujourd'hui pour parler de l'incendie du Cuba Libre à Rouen, parce que le 6 août prochain, ça va faire 10 ans. Quand je te dis 10 ans, toi, ça te fait quoi ? Ça semble loin et en même temps, c'est quelque chose qui est encore très présent dans les mémoires des Rouennais, dans ma mémoire aussi personnelle. Ça semble très loin et en même temps assez proche et encore assez frais dans les esprits. J'imagine le raz-de-marée quand dans la nuit du 5 août ou le 6 au matin, vous apprenez la nouvelle. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé ? Alors ce matin-là, donc c'était un samedi matin. Moi, je travaillais pas. J'étais le week-end. Le hasard a fait que je me suis réveillé assez tôt, vers 8h du matin. Et là, tout de suite, j'ai été assailli de notifications de médias nationaux. Au début, je ne vois que 13 morts. Et on était vraiment moins de 2 semaines après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray qui nous avait déjà beaucoup marqué. Et la première chose que je me dis, c'est un attentat. Et après, je vois dans un incendie, dans un bar, alors je cherche très vite de quel bar il s'agissait. Le nom me disait rien, donc c'était pas un bar forcément très connu à Rouen. Je me dis, bon, j'espère que je connais personne. Voilà, on s'attend un peu à tous les scénarios possibles et on se fait plein de films, mais vraiment l'espace de quelques secondes avant de se mettre en mode journaliste et on va sur place et on fait le taf. Et alors quand tu arrives sur place, qu'est-ce que tu vois ? Sur place, je vois... alors d'abord, je sens l'odeur de brûlé qui est encore bien présente dans l'air. Je crois même qu'elle va rester plusieurs jours après. Je vois la façade de ce bar complètement éventrée, calcinée, tous les éléments qui étaient à l'intérieur qui ont été sortis probablement par les pompiers durant l'intervention. Et beaucoup de gens autour, des habitants, je pense, des riverains qui venaient. Et très rapidement, on voit arriver d'autres personnes. Aussitôt, je comprends que c'est des proches, des amis, des gens de la famille, parce qu'ils sont en larmes, ils sont blêmes. Et là, on les voit arriver vers les barrières et ils se sont effondrés, se sont mis à pleurer. Donc là, on a eu la confirmation que c'était des proches. Donc c'est quelque chose d'assez prenant, d'assez poignant. Les circonstances, elles se sont précisées très rapidement, je crois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? On a très vite su que l'incendie était parti du sous-sol de l'établissement suite à un embrasement provoqué par un gâteau d'anniversaire, des bougies d'anniversaire sur ce gâteau qui a embrasé le plafond. Et le plafond était recouvert d'une mousse isolante phonique qui n'était pas du tout adaptée pour ce genre d'établissement et qui a pris feu quasiment instantanément en quelques secondes. Donc il y avait plusieurs clients dans ce bar et dans ce sous-sol pour un anniversaire, notamment l'anniversaire d'une des victimes, Ophélie. Et voilà, ce feu a pris très très vite et les fumées étaient tellement toxiques qu'elles ont été très rapidement mortelles pour les personnes présentes. Certains ont réussi à sortir et ces circonstances-là, elles sont apparues très très vite, tout simplement parce que les patrons de l'établissement, le patron et le gérant, eux, s'en étaient sortis et ont pu être entendus assez vite. Il y avait des témoins, des survivants, même s'ils n'ont pas
pu tous être entendus tout de suite vu leur état de choc. Il y aura d'autres éléments qui viendront assez vite ensuite sur les négligences et l'ensemble de circonstances qu'on conduit à ce drame. Là, on est sur les quais rive droite. C'est là que se passe une partie de la vie nocturne. Et le Cuba Libre, lui, se trouve donc sur la rive gauche, donc où c'est un peu moins l'épicentre, on va dire, de la vie nocturne, même s'il y a quand même quelques bars. Il y a pas mal de boîtes de nuit aussi sur la rive gauche. Donc nous, on va aller après ce pont-là, on va passer par le pont suivant. Et en fait, le Cuba Libre est vraiment juste après le pont. Donc pas si loin que ça du centre-ville, mais il y a vraiment cette frontière un peu à Rouen de la Seine qui fait que l'hypercentre est vraiment rive droite et rive gauche, c'est un peu moins le lieu de la vie nocturne. Et donc tu disais, ce soir-là, c'était l'anniversaire d'Ophélie, c'est ça ? Elle fêtait quel âge ? Alors Ophélie, elle fêtait ses 20 ans. C'était une jeune habitante de Rouen qui avait travaillé dans la sécurité, qui avait travaillé dans la police. Sa famille avait expliqué que son rêve était d'intégrer l'armée. Elle était sur le point d'y arriver et malheureusement, le drame a mis fin à tout ça. Donc il y avait un certain nombre de ses amis. Alors on a longtemps, beaucoup en tout cas, dit que les victimes du Cuba Libre étaient des jeunes. Alors il y avait beaucoup de jeunes, évidemment, parce qu'il y avait cet anniversaire d'Ophélie. Mais il y avait aussi des personnes un peu plus âgées. Je pense aux deux frères de Karen, qui étaient des hommes adultes de 30, 40 ans. Donc c'est un drame qui a touché principalement des jeunes, mais pas que. Toi, t'avais quel âge à l'époque ? À l'époque, j'avais 22 ans. C'était mon tout premier été à 76 Actu. J'étais au début de ma carrière de journaliste, donc c'était forcément c'est impressionnant de couvrir un événement comme ça, d'arriver sur les lieux, de voir les familles, les proches, tout le côté dramatique absolument horrible. Quand on sort beaucoup et qu'il se passe un drame comme ça, on s'identifie un peu. Ouais, puis tu me disais tout à l'heure que tu avais été le premier de la rédac à être dépêché sur les lieux. Et j'ai vu les photos, il y avait tous ces bouquets de fleurs, ces bougies. Ça devait être assez émouvant d'arriver là et de voir tout ça. Ouais, c'était assez émouvant. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je suis tellement parti en quelques minutes pour aller sur place que j'avais aucune idée de ce que j'allais voir, découvrir. Et j'imagine que c'est dans la nuit, dans la matinée que des gens sont venus. Il y avait ces bouquets de fleurs, ces bougies. Moi, quand j'ai vu les photos, ça m'a fait penser au Bataclan. Ouais, il y avait vraiment cette vision. Le Bataclan était encore frais dans les mémoires en plus à l'époque, et vraiment c'est l'impression d'arriver sur une scène d'attentat. Clairement, tout le dispositif policier en moins, mais voilà ce côté hommage spontané, un peu avec les moyens du bord, parfois avec des petits mots griffonnés sur des bouts de papier. Ouais, il y avait un peu ce côté-là. J'imagine que dans les jours, les semaines qui ont suivi, les gens ici devaient être vraiment traumatisés par ce qui s'était passé. On avait, je pense, pour beaucoup de Rouennais, et j'en faisais partie, ce réflexe de regarder quand on rentrait dans un bar ou dans une boîte de nuit, où est-ce qu'étaient les issues de secours. Quand on arrivait dans un bar ou une boîte avec une salle en sous-sol, on était obligé d'y penser, de se dire mon Dieu, mais si ça arrivait là, qu'est-ce que je ferais ? Donc je repère les sorties de secours. Je sais que j'ai des amis qui sont assez peu sortis par la suite, pendant quelques semaines, quelques mois, parce que cette espèce d'angoisse, parce qu'on s'est tous imaginé à la place de ces jeunes et moins jeunes enfermés dans une cave en train de brûler avec cette fumée toxique. Je défie quiconque de pas se mettre à la place de ces gens-là et de pas être terrorisé à l'idée d'être enfermé dans le piège dans lequel ils étaient, quoi. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur la responsabilité des deux gérants. Juste après l'incendie, le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide et blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Et un mois après, ils ont été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placés sous contrôle judiciaire. Quelles informations vous aviez à ce moment-là sur les manquements en question ? Alors les informations, elles sont sorties très vite et on le voit avec une mise en examen un mois après les faits, donc c'est quand même très rapide sur des faits aussi graves, aussi importants, parce que, semble-t-il, les gérants ont assez vite reconnu
leurs responsabilités, les travaux qu'ils avaient effectués, les matériaux utilisés, donc c'est cette fameuse mousse très, très toxique, très inflammable. Je pense que ça a permis à l'enquête d'avancer assez vite et c'est aussi comme ça qu'on a eu des éléments assez rapidement. Les avocats des familles communiquaient aussi beaucoup avec la presse. Ils avaient à cœur de faire savoir les manquements qu'il y avait pu y avoir et je pense que ça a vraiment été facilité par le fait que les gérants reconnaissent assez vite leurs responsabilités. Ils ont même exprimé, semble-t-il, lors de leurs auditions des gros regrets. L'un des deux frères, les gérants étant frères, a même expliqué qu'il aurait préféré mourir avec les victimes. Donc vraiment une culpabilité, on va dire, quasi pleinement assumée. Un mois après cette mise en examen, il y a les premières déclarations des deux gérants qui vont fuiter dans la presse. Là, ce qu'ils disent, effectivement, est terrible. « Tout est de ma faute », déclare Nasser, l'un des deux frères. C'est lui qui a eu l'idée d'aménager le sous-sol du bar, parce qu'il avait reçu plusieurs plaintes pour nuisances sonores, donc c'était dit que s'il aménageait le sous-sol, ça ferait moins de bruit. C'est lui qui a fait ses travaux, qui a mis cette fameuse mousse, qui n'a pas déclaré ses travaux. Et il le dit, la mousse, j'en ai mis partout, au plafond, au mur. Si je n'avais pas fait ces travaux, rien ne serait arrivé. Et son frère, Amirouche, c'est lui qui a laissé l'issue de secours verrouillée. Et il dit juste, ce jour-là, j'ai oublié de l'ouvrir. Moi, ce que j'avais lu, c'était que l'enquête avait révélé que la porte, elle était aussi recouverte de mousse. Donc de toute façon, ils n'auraient pas pu l'ouvrir. Et qu'en plus, elle était montée à l'envers. Quand j'ai lu tout ça, je me suis demandé, sur le coup, comment les familles ou même les gens à Rouen, de manière générale, avaient accueilli ces propos. Alors les familles clairement étaient sidérées de voir cette accumulation de manquements. On est même au-delà de l'erreur. D'ailleurs, le tribunal finalement a reconnu des erreurs coupables. L'escalier aussi, on en parle assez peu, mais l'escalier c'était un escalier de meunier, donc très très raide, étroit. Impraticable évidemment une fois qu'il a pris feu. Et il y a cette question, une fois encore, de l'issue de secours qui a été fermée. Alors dans ses premières déclarations, Amirouche expliquait qu'il avait oublié de la rouvrir ce soir-là. Plus tard, on apprendra lors du procès notamment que, semble-t-il, l'issue de secours n'était jamais ouverte, quasiment jamais déverrouillée. Donc les familles étaient sidérées de voir que toutes ces conditions pour qu'un drame se produise se sont empilées. Et ça a été dit plusieurs fois, soit par les avocats, soit par les familles. Ce drame-là, il serait arrivé de toute manière. C'est même étonnant qu'il ne soit pas arrivé avant. Et toutes les conditions étaient réunies pour que ça se produise et qu'un drame se produise. Ils vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen. Donc ça se passe du 9 au 16 septembre 2019. Et dans vos articles à l'époque, vous décrivez un procès hors norme. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il était hors norme ce procès ? Il s'est passé en correctionnel et non pas aux assises, c'est-à-dire que ça a été jugé comme un délit et non comme un crime, en raison des chefs d'accusation qui ont été retenus, c'est-à-dire homicide involontaire, et donc c'est passible de 5 ans d'emprisonnement maximum, donc à partir de là on est dans le cadre du délit. Mais ça a quand même été jugé physiquement dans la salle de la cour d'assises parce qu'on avait 140 parties civiles, les familles, les proches, les amis des victimes, sans compter les assurances, des associations, ce genre de choses. Donc 140 parties civiles, c'est énorme et a priori c'est le procès ayant le plus grand nombre de parties civiles qui ait jamais été jugé à Rouen. On est sur un volume de procès qui ressemble grandement à ce qu'on peut voir sur des attentats type Bataclan, Charlie Hebdo. Il y a un fait important aussi dans le volet judiciaire de cette affaire qui est assez hors norme, c'est que c'est la première fois que le préjudice d'angoisse a été reconnu dans le cadre d'un incendie. Donc le préjudice d'angoisse, c'est ce qui permet une indemnisation des victimes en prenant en compte le fait que les victimes ont vu leur mort arriver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu jusqu'à présent dans des cadres d'attentats ou dans des cadres d'accidents de la route. Et comment vous vous êtes organisé, vous, au niveau de la rédaction, pour le couvrir ? Alors la rédaction s'est organisée par roulement, c'est-à-dire que évidemment on est sur un procès qui a duré plusieurs jours, donc ça nécessite de s'organiser. On n'est pas des énormes équipes à 76 actus. Tous les journalistes présents à ce moment-là avaient envie de couvrir au moins une partie du procès parce que c'est une affaire tellement marquante qui a tellement imprégné les Rouennais, et aussi ce côté hors norme, évidemment professionnellement on a envie de prendre part à ça. Et il y avait aussi cette nécessité de faire des roulements aussi pour alléger un peu le poids psychologique de ce procès. Je pense notamment à mon collègue qui a assisté à l'audience où les rescapés de l'incendie ont témoigné. Il le dit lui-même encore aujourd'hui. C'est vrai que c'était une journée d'audience
très lourde, très très pesante psychologiquement. Un procès pour des faits aussi dramatiques, ça peut peser, donc ça nécessitait de répartir la charge aussi sur tout le monde. Et alors, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, les 2 gérants pouvaient être condamnés au maximum à 5 ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables d'homicide et blessures involontaires le 22 octobre 2019 et ils ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Comment cette décision elle a été accueillie par les familles ? Pour les familles, évidemment, c'était pas assez. Certains disaient même 10, 15, 20 ans de prison, ce sera jamais assez, parce que les familles, elles, le disent clairement avec leurs mots, c'est que elles ont pris perpète, elles ont perdu un enfant, des frères, des sœurs. Donc pour eux, de toute façon, 5 ans de prison, c'était beaucoup trop peu. Le fait qu'il y ait une partie de sursis, c'était difficile aussi. 3 ans de prison, ça semble peu. Ils ont fait finalement qu'1 an de prison parce qu'ils ont pu bénéficier d'un aménagement de leur peine. Donc vraiment, les familles, il y avait cette déception, mais c'était une déception qui était attendue. Dès le début du procès, ils savaient que ça n'irait pas au-delà de 5 ans de prison, quoi qu'il arrive. Il y avait une volonté d'un des avocats de victimes, de familles de victimes, de voir un doublement des peines encourues, que ce soit du côté de la peine de prison ou de l'amende, ce qui nécessiterait forcément une nouvelle loi, mais ça n'a jamais abouti. Donc là, tu vois, on est plutôt dans un quartier populaire ici. Donc quand je parlais de bar de quartier, là on voit il y a une boulangerie juste à côté. On est plutôt sur du commerce de proximité, le petit coiffeur. Et donc là on voit que le Cuba Libre c'est devenu une entreprise de diagnostic immobilier. Donc évidemment la classe commerciale était restée vide assez longtemps. C'est devenu il y a quelques années une boutique de cigarettes électroniques et de vapotes, qui n'a pas duré très très longtemps. Et donc là je vois que c'est devenu une entreprise de diagnostic immobilier. Je me rappelle que c'était à la porte. Traverser là, si tu veux. Ouais. Il y a une porte qui est juste là, où au moment du drame, donc il faut imaginer les barrières, tout le barriérage autour du bar. Et j'avais vu une dame qui pleurait vraiment sous ce porche-là. Et je vais la voir, je lui demande, vous étiez une proche et en fait, c'était juste la voisine vraiment littéralement au-dessus du bar, qui a entendu les cris, qui a assisté auditivement en grande partie au drame. Et vraiment, elle était très en retrait, très pudique. Elle n'osait pas, elle hésitait peut-être à aller voir les familles pour leur parler. En fait, elle n'osait pas, elle était dans une forme de retenue et d'émotion assez intense. Et il n'y avait pas une stèle normalement ? Je cherche la stèle du regard depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est ? Attends. Parce qu'en fait, il faut savoir que après le drame, donc il y a eu très vite le besoin des familles d'avoir un lieu de recueillement, une plaque pour rendre hommage. Et la première plaque qui avait été mise avait suscité beaucoup de colère parce que ça ressemblait vraiment à une plaque de nom de rue. Et c'était vraiment pas très joli. Et c'était simplement marqué, si je me souviens bien, à la mémoire des victimes du Cuba Libre. Et il n'y avait pas les noms, alors que des familles avaient demandé à ce que les noms des victimes soient écrits. Et donc ça avait suscité beaucoup de colère. C'était une plaque temporaire en fait. Et très vite, elle a été changée pour la stèle que je vois enfin juste là, derrière la végétation. Ah oui, elle est là. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit dessus ? Donc sur la plaque, on peut lire à la mémoire de Donatienne, Jennifer, Julie, Karima, Megan, Ophélie, Sarah, Brahim, David, Florian, Maverick, Romain, Steve et Zacharia. Ici, dans la nuit du 5 au 6 août 2016, à la suite de l'incendie de l'établissement Cuba Libre, 14 jeunes femmes et hommes ont perdu la vie. Cette stèle est dédiée à leur mémoire. Donc voilà, c'est le nom de toutes les victimes décédées. Ophélie qui fêtait ses 20 ans, Zacharia qui était étudiant et qui était DJ en fait lors de cette soirée, qui a essayé tant bien que mal d'ouvrir la sortie de secours. Il y a l'une des victimes, un des jeunes hommes, je crois que c'est Zacharia, il y en a un qui a appelé, qui a laissé un message sur le répondeur du gérant de 4 minutes au moment des faits. On n'a jamais su ce qu'il avait vraiment dit. A priori, il aurait crié au feu et on ne sait pas trop ce qu'il a pu se dire. Mais voilà, dans ces derniers instants, il a essayé d'appeler le gérant pour appeler au secours en fait. Il y a les frères de Karen. Ça a été un gros moment du procès quand l'un des pompiers qui est intervenu a expliqué que les 2 frères de Karen qui sont décédés, leurs corps ont été retrouvés enlacés face à face.
voilà, comme des gens qui se disent au revoir et qui se lâchent pas du regard avant de mourir. Et ça a été un moment très important pour les parents de ces deux hommes, de savoir que leur fils était mort en se soutenant, en ayant un peu aussi une rage de vivre et d'être ensemble. Dans leurs derniers instants, ça a été quelque chose d'assez bouleversant, et les proches ont eu besoin de savoir quels ont été un peu les derniers instants et peut-être les dernières pensées de leur défunt. Et 10 ans plus tard, alors, qu'est-ce qu'il en reste de cet incendie ? Ce qu'il en reste, il y a l'aspect humain, évidemment, des familles encore meurtries. J'ai échangé aujourd'hui avec une dame qui a perdu ses deux frères dans l'incendie et qui est encore très marquée par tout ça. On voit en revanche que du côté législatif, il n'y a pas eu d'évolution réelle, concrète, puisque les demandes qui étaient portées à la fois par des parlementaires et revendiquées par le ministre de l'Intérieur de l'époque, à savoir des contrôles, des vérifications systématiques et des mises aux normes lors d'une transaction pour un établissement recevant du public, ça n'a jamais abouti, ce n'est pas mis en place. L'obligation de tenir un registre de sécurité, comme ça se fait par exemple dans l'hôtellerie, ça n'existe pas non plus encore. Voilà, toutes les évolutions législatives qui auraient pu permettre de renforcer les contrôles, ou en tout cas de les rendre plus systématiques, parce que la question c'est surtout celle du systématisme des contrôles, ça n'a pas été mis en place. Donc d'un point de vue légal, il n'y a pas eu de gros changements, même si on voit que les contrôles ont pu être renforcés et après le drame, et après également le Covid-19 avec les contrôles dans les établissements pour voir s'ils respectaient bien les normes sanitaires de l'époque. On sait que les établissements qui reçoivent du public, particulièrement les bars et les discothèques, sont un peu plus surveillés qu'avant. Et il y a un parallèle que je ne peux pas m'empêcher de faire, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. Ces derniers mois, l'incendie de Crans-Montana a pris une énorme place dans l'espace médiatique. Est-ce que vous, ici, ça vous a rappelé l'incendie du Cuba Libre ? Évidemment, personne à Rouen, je pense, personne qui a connu l'incendie du Cuba Libre à Rouen n'a pas fait le lien en voyant ce qui s'est passé à Crans-Montana. Et en plus, Crans-Montana, on a su aussi très très vite ce qui s'était passé. Donc une fois encore, ces bougies qui embrasent un matériau inflammable, hyper toxique, des personnes qui ne peuvent pas sortir, qui sont piégées, vraiment tout. Absolument tout rappelé cet incendie. Donc on a l'impression d'un bis repetita, alors avec plus de morts malheureusement, parce que l'établissement aussi était beaucoup plus grand à Crans-Montana, mais il y a vraiment ce même cumul d'erreurs dramatiques et d'erreurs vraiment cumulées qui par leur empilement arrivent à ce drame total et ce fiasco total à la fois des autorités, des gérants. Karen, qui a perdu ses deux frères dans l'incendie du Cuba Libre, m'expliquait que Crans-Montana, ça avait évidemment réveillé cette terrible blessure pour elle, pour sa famille. Elle a reçu des messages de soutien de proches après l'incendie de Crans-Montana parce qu'ils ont su tout de suite que ça allait réveiller ça. Ce qu'elle exprimait également, c'est une grande colère de se dire que 10 ans après le même drame avec les mêmes causes, ou quasiment les mêmes causes se reproduisent avec les mêmes conséquences dramatiques. Elle ne peut que se sentir en colère. Mais voilà, il y a une incompréhension face à la répétition d'un tel drame. Et peut-être, là j'interprète peut-être ces sentiments, mais l'impression que ça n'a servi à rien, finalement, ce qui s'est passé à Rouen. Vous venez d'écouter En première ligne, le podcast d'actu.fr qui vous emmène à la découverte de faits divers suivis par nos journalistes. Merci à Julien pour son témoignage, merci à vous pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.